On va maintenant attaquer le CSS de notre projet et on va le faire en deux parties. Et dans cette première partie, on va s'occuper de l'image de fond, des polices d'écriture et de nos deux titres. Donc tout ce qui est navigation et boutons, je réserve ça pour la deuxième partie. Et on va commencer par définir la police d'écriture de tous nos éléments. Et ça, on va le faire en sélectionnant notre body, comme ceci, puisque c'est cette balise-là qui contient tous les éléments de notre page. Et la propriété qui correspond à ça, c'est la propriété font family. Et là, on met le nom de la police d'écriture. En l'occurrence, on va mettre open sans. Et ensuite, on va enchaîner avec des autres polices d'écriture. On va mettre Arial et sans serif. Tout simplement pour avoir notre police à afficher au cas où l'ordinateur de l'utilisateur n'a pas la police open sans. En l'occurrence, s'il n'y a pas open sans, ça va prendre Arial. Et s'il n'y a pas Arial, ça va prendre sans serif, qui est une police par défaut que tous les navigateurs ont. Et si on va voir le résultat, on voit que nos changements se sont bien effectués. On va maintenant faire une deuxième petite chose, parce que par défaut, le body a des marges. Comme vous pouvez le voir, j'ai inspecté l'élément, et si on regarde le body, on voit qu'il y a un petit trait orange tout autour, qui correspond justement à sa marge. Et nous, on n'en veut surtout pas, puisqu'on veut que notre header prenne toute la largeur et soit collé au bord. Du coup, on va se rendre dans notre CSS et écrire margin 2.0 pour mettre les marges de notre élément à 0 de tous les côtés. Et là, vous pouvez voir qu'elle a bien disparu si on inspecte l'élément. Et maintenant, on va s'occuper de notre header lui-même, de l'image de fond. Pour ça, on va sélectionner notre balise header. Et l'attribut qui correspond au fond, c'est justement background. Et si on veut préciser une image, on doit mettre URL et à l'intérieur mettre le chemin vers l'image. Et en l'occurrence, moi, elle se trouve dans le dossier racine et elle s'appelle image.jpeg. Et ensuite, on va centrer tous les éléments qui sont de notre header grâce à la propriété texte aligne et on va lui mettre center. Mais vous pourriez aussi mettre left qui est la valeur par défaut ou encore right ou même justify si vous voulez que votre contenu soit justifié. Mais nous, on va le mettre center. Ça, on aura tout au milieu. Et puisque notre image est foncée, on va mettre que tous les textes par défaut doivent être en blanc. Et du coup, on va mettre color white. Et pour finir, on va lui rajouter ce qu'on appelle un padding. Et c'est en fait une marge intérieure. Contrairement aux margins qui sont des marges extérieures. Je vous le montrerai plus précisément dans l'inspecteur d'éléments juste après. Et du coup, on va mettre un padding de 30 pixels partout. Donc voici le résultat. Et pour vous montrer la différence entre le padding et les marges, je vais sélectionner le header. Et vous pouvez voir que le padding s'affiche en vert, contrairement aux marges qui s'affichent en orange. Et en fait, le padding, ça correspond à un espace, comme les marges, sauf que c'est à l'intérieur de l'élément. Je vais vous montrer en mettant ici une marge de 30 pixels. Voilà, vous pouvez voir que c'est bien à l'extérieur de notre élément, puisque notre image ne va plus jusqu'au bord. Voilà, et on va juste faire une petite chose, c'est qu'on va agrandir le padding en bas. On va le mettre à 150 pixels, parce que ça rendra plus joli. Et en fait, pour ça, soit on pourrait mettre après ça padding-bottom de 150 pixels, puisqu'il existe les propriétés padding bottom, top, left et right. Ça marche aussi pour les marges. Et du coup, ça marcherait bien, sauf que nous, on va le faire en une seule ligne. On va utiliser un petit raccourci. Et en fait, quand on met qu'une seule valeur comme ça, bah, ça va appliquer la même de tous les côtés. Par contre, si on rajoute une deuxième valeur, comme ceci, en fait, la première valeur correspondra à en haut et en bas, et la deuxième à gauche et à droite. Et finalement, on peut aussi mettre quatre valeurs, comme ceci. Et en fait, la première correspondra à en haut, la deuxième à droite, la troisième en bas et la quatrième à gauche. Et vu que nous, on voulait mettre 150 pixels de padding en bas, eh ben, il faut le mettre dans la troisième valeur.
Et comme vous pouvez voir, ça a bien marché. On va encore faire une petite chose, c'est qu'on va modifier l'emplacement de notre image de fond, puisque comme vous pouvez le voir, eh bien, elle est bien plus grande que l'espace qui est disponible. Du coup, il faut bien choisir si on affiche là en haut à gauche de l'image, par exemple, en bas à gauche, en bas à droite, ou en haut à gauche ou au milieu. Et nous, en l'occurrence, on va afficher l'image au milieu. Pour ça, on va mettre background position et on va mettre center center comme ceci. Et vous voyez que c'est maintenant une autre partie de l'image qui s'affiche. Et vous pourriez très bien mettre quelque chose comme bottom left, par exemple. Et là, on afficherait le coin en bas à gauche de l'image. Mais du coup, nous, on va laisser ça au milieu. Et on en a maintenant terminé avec notre header. On va passer à notre grand titre. Et pour le sélectionner, on va sélectionner notre header. Et à l'intérieur, on va sélectionner le H1, comme on l'avait vu pour les sélecteurs enfants. Et on va commencer par l'agrandir avec la propriété font size. Et on va la définir à 6 EM. Et je précise aussi, puisque j'ai oublié, que tout ce qu'on a vu pour le padding avec les 4 valeurs, eh ben, ça s'applique aussi pour les marges avec la propriété margin. Voilà. Et nous, on va mettre une marge en haut à notre H1 de 150 pixels, parce qu'on veut le faire descendre. Et ensuite, on va lui mettre une bordure, puisque si vous vous rappelez de l'image, notre titre et notre sous-titre sont séparés par une petite ligne. Et cet effet, on va le faire avec une bordure. Alors si vous mettez border, ça va faire une bordure tout autour de l'élément. Et si vous rajoutez par exemple bottom, top ou left, ça va le mettre que d'un côté. Et nous on va le mettre en bas. Il faut commencer par définir son épaisseur. Et nous on va mettre 2 pixels. Ensuite si elle est par exemple continue, c'est-à-dire solide, ou en trétillé, par exemple c'est dashed. Et vous pouvez encore faire plein de choses. Par exemple vous pouvez faire des pointillés, vous pouvez même faire une bordure je crois avec des effets 3D et tout. Mais je vous laisse voir toutes les valeurs possibles sur W3 School. En tout cas, la bordure continue, c'est clairement la plus fréquente. Et ensuite, il faut définir sa couleur. Et il y a plusieurs moyens de définir une couleur en CSS. Vous pouvez soit le faire avec ce qu'on appelle un code hexadécimal, qui commence avec un dièse et avec des chiffres et des lettres dedans. Par exemple, ça c'est du noir. Ou encore, vous pouvez le faire avec ce qu'on appelle du RGB, pour définir la dose de rouge, la dose de vert et la dose de bleu. Par exemple, si vous mettez tout à fond, donc le maximum c'est 255, et ben vous obtenez du blanc. Et vous pouvez aussi le faire avec le RGBA, qui vous permet de rajouter un petit argument qui est l'opacité. C'est une valeur qui va de 0 à 1. Par exemple, si je mets 0,75, ça correspond à 75% d'opacité. Et pour finir, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle aussi les couleurs HSL. Et en premier, ça va de 0 à 360 et c'est la couleur. Par exemple, 0 c'est du rouge, 120 c'est du vert et 240 c'est du bleu. Voilà par exemple. Ensuite, vous mettez la saturation, c'est un pourcentage, par exemple 50%. Et pour finir, il faut mettre la luminosité, par exemple 100%. Voilà, donc ce sera à vous de choisir la manière de définir une couleur que vous préférez. En l'occurrence, personnellement, j'utilise jamais HSL, j'utilise tout le temps RGB et RGBA. Mais de toute manière, je vous conseille vraiment d'utiliser ce qu'on appelle un color picker, qui vous permet de sélectionner visuellement une couleur, et ensuite ça vous donne tous les codes qui correspondent. Voilà, donc en l'occurrence, nous on voulait une bordure blanche avec 75% d'opacité, et je trouve que c'est cette manière-là qui est la plus facile. Voilà, et si on regarde le résultat, ça a bien agrandi notre titre et mis une petite bordure en dessous, et on voit qu'il est bien descendu. Par contre, on voit que la bordure est collée, et si on veut mettre une marge entre notre texte et la bordure, ça se fera avec le padding, et non pas avec les marges, puisque ça mettrait un espace derrière la bordure, ce qui ne nous servira à rien. Et du coup, on va lui mettre un padding bottom de 15 pixels, comme ceci. Et pour finir, on va s'occuper de notre H2, donc de notre sous-titre. Et pour ça, on va mettre header H2. On va l'agrandir légèrement en mettant sa font size à 2,5 EM.
On va utiliser une petite astuce pour le remonter avec les marges. On va lui mettre un margin top négatif de moins 25 pixels. Et finalement, on va le mettre en italique. Et ça se fait avec la propriété font style, comme ceci. Et on a bien le résultat qu'on voulait. On va maintenant faire une dernière petite chose. On va sélectionner nos deux titres et on va leur mettre une petite ombre. Comme ça, ils ressortiront mieux sur l'image. Et du coup, vous allez découvrir comment sélectionner deux éléments. Et ça se fait en sélectionnant tout simplement le premier et en mettant une virgule et en sélectionnant le deuxième, comme ceci. Et là, ce qu'on met à l'intérieur, ce sera appliqué aux deux. Et en fait, vous avez deux types d'ombres en CSS. Vous avez les box shadow, qui sont des ombres pour tout ce qui est bloc, par exemple div. Et ça va vraiment faire une ombre carrée derrière l'élément. Mais c'est pas ce qu'on veut parce que nous, on a besoin que l'ombre s'applique au texte. Du coup, on va mettre text shadow. Mais je vous dis ça parce qu'en fait, c'est exactement les mêmes arguments à mettre dedans, enfin les mêmes valeurs. Et on commence par le niveau de décalage à droite-gauche. Et nous, on va mettre 0. Je précise aussi que si vous mettez 0, vous n'avez pas besoin de mettre 0 pixel ou 0%, voilà, ou 0 EM. Ça change rien, vous pouvez juste mettre 0. Ensuite, décalage de l'ombre en haut et en bas, donc on va mettre encore une fois 0. Et là, on va mettre la taille de l'effet de flou. Donc plus ce chiffre sera grand et plus l'ombre sera lisse, entre guillemets, et plus il sera petit, par exemple 0, et plus l'ombre s'arrêtera nettement. Et nous, on va mettre 5 pixels. Et pour finir, il faut mettre la couleur de l'ombre, et en l'occurrence, nous, on veut une ombre noire, donc on va mettre black. Puisque vous pouvez très bien définir une couleur comme on l'a vu avec RGB, RGBA, HSL et les codes hexadécimaux. Mais il y a aussi des couleurs prédéfinies en CSS. Toutes les couleurs courantes comme le blanc, le noir, le rouge, etc. Par contre, c'est vraiment utile du coup ce qu'on a vu là si vous voulez faire une couleur personnalisée. Ou encore si vous voulez changer l'opacité d'une couleur. Et je précise juste encore une dernière petite valeur mais qui va fonctionner qu'avec Box Shadow. C'est l'attribut, enfin la valeur pardon, inset. Et ça vous permet de projeter l'ombre à l'intérieur de l'élément au lieu de la projeter à l'extérieur. Mais je précise que ça ne marche pas avec Text Shadow. Et du coup, on a terminé tout ce qu'on avait à faire pour cette vidéo. Vous voyez qu'on a bien une belle ombre maintenant. Si vous trouvez que ça va un petit peu trop lentement, eh ben c'est normal parce que c'est les premiers épisodes et du coup je prends bien le temps d'expliquer un peu toutes les propriétés. Comme ça on est bien clair. Mais c'est clair que par la suite, toutes les propriétés qu'on aura déjà vues, je ne vais pas les réexpliquer. Et si au contraire vous avez mal compris une propriété CSS, je vous conseille de soit expérimenter avec l'inspecteur d'éléments, soit d'aller sur le site W3School.